Nous abordons le dernier thème d'histoire de l'année, dynamiques et ruptures dans les sociétés des XVIIe et XVIIIe siècles. Ce thème sera composé de 2 chapitres, dont le premier porte sur les Lumières et le développement des sciences. Les scientifiques du XVIIe siècle peuvent s'appuyer sur les progrès des humanistes au XVIe siècle que nous avions étudiés dans un précédent chapitre. Pour rappel, ces humanistes échangeaient entre eux dans toute l'Europe au sein de ce que l'on appelait la République des lettres. Ces échanges étaient aussi permis grâce à l'imprimerie. Les humanistes portaient un discours politique et notamment celui d'une volonté d'éducation. Des avancées scientifiques ont ainsi été permises, notamment dans le domaine de la médecine, et enfin, ces humanistes ont traduit de nombreux textes antiques. À travers ce chapitre, nous verrons en quoi les XVIIe et XVIIIe siècles ont permis le développement de nouvelles connaissances scientifiques et dans quelle mesure ces connaissances se sont-elles diffusées. Alors, dans un premier temps, nous verrons l'essor d'un nouvel esprit scientifique avec de nouvelles méthodes. Depuis le XVIe siècle, on fait une plus grande place à l'expérimentation. On le voit dans le domaine de la médecine. La pratique de la dissection permet de nombreux progrès. William Harvey, par exemple, parvient à identifier la circulation du sang en 1625. Cette dissection est illustrée dans un célèbre tableau de Rembrandt, la leçon d'anatomie du docteur Nicolaes Tulp. Rembrandt est un peintre néerlandais qui utilise la technique du clair-obscur pour mettre en avant des parties du tableau, comme ici le corps disséqué ou le visage de ceux qui observent. À Amsterdam, il est en effet autorisé de disséquer des cadavres mâles depuis 1555. Ce tableau est une commande, il met donc en valeur le docteur qui a son triangle à lui face à ceux qui l'observent dans un autre triangle. Il est peu probable qu'en réalité tous ceux qui l'observaient étaient aussi tassés autour de lui, mais cette composition permet de les mettre en avant avec des visages qui rappellent ceux des élèves, certains concentrés, d'autres qui regardent par la fenêtre, d'autres enfin qui prennent des notes. Le docteur est en train de montrer les muscles du bras et un livre est ouvert, probablement un livre d'anatomie. Ce tableau est très célèbre et fait l'objet de reprises, d'allusions dans des œuvres postérieures. Les savants développent de nouveaux outils pour leurs expériences comme le microscope. C'est aussi le cas de Galilée avec sa lunette qui lui permet de faire de nombreuses découvertes astronomiques. Ces observations lui ont permis de prouver les théories de Copernic et lui ont valu d'être condamné pour hérésie par l'Église en 1633. Copernic est un astronome polonais qui avait invalidé la théorie de Ptolémée, un physicien antique, selon laquelle la Terre était au centre de l'univers. Il propose, lui, un système héliocentrique, c'est-à-dire que le Soleil est au centre de l'univers et que la Terre tourne autour. Galilée a élaboré cette lunette en plaçant plusieurs lentilles dans un tube. Il découvre ainsi 4 lunes de Jupiter et les anneaux de Saturne. Le savant est contraint par l'Église d'abjurer, c'est-à-dire de renoncer à ses théories, et le pape ne lèvera l'interdiction de publier ses livres qu'en 1757. On voit donc une nouvelle démarche scientifique. D'abord, les découvertes s'appuient sur des expériences avec des mesures précises. Le savant d'ailleurs note sa démarche et il la publie. Les mesures précises permettent ainsi que les expériences soient reproduites ailleurs. On développe de nouveaux outils pour plus de précision et on amasse des objets qui montrent ce nouveau rapport au monde, cette nouvelle curiosité, comme des globes. Voyons maintenant les échanges entre penseurs européens. Les souverains décident peu à peu la création d'académies des sciences. On se souvient que pour les lettres avait été créé le Collège de France dès 1530. En 1662, on crée à Londres la Royal Society. Robert Hooke, l'auteur de ce texte, est un grand scientifique britannique de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Il présente ici l'objectif de cette Royal Society. Il s'agit d'abord de faire avancer les connaissances de l'époque, par un raisonnement scientifique qui ne fait pas intervenir la religion et par l'expérimentation. Les domaines concernés sont tous les domaines des sciences naturelles et des techniques. Le but est d'amasser un maximum de connaissances et de vérifier les théories des autres scientifiques d'autres époques ou d'autres lieux. Si le roi soutient cette création, c'est qu'elle sert sa gloire et sa renommée internationale. C'est d'ailleurs pourquoi Louis XIV crée à son tour l'Académie des sciences en 1666. Le roi, placé ici au centre, y réunit les plus grands scientifiques du pays, ainsi que des invités étrangers comme
Cassini, astronome et cartographe. On voit représentés sur ce tableau plusieurs domaines de recherche, comme la biologie, l'astronomie, la géographie ou encore l'architecture. Ces académies permettent aux savants d'échanger entre eux. On peut y lire publiquement des lettres d'autres savants, comme on le voit ici dans cette lettre de Robert Hooke. Chaque savant s'appuie sur les découvertes des autres, ce qui permet d'accélérer les découvertes, comme le dit Newton à Hooke en réponse ici. Il en va de même dans la lettre de la mathématicienne Émilie du Châtelet, qui évoque à son tour d'autres scientifiques comme Voltaire. Les échanges dépassent les frontières. Ainsi, Madame du Châtelet et Monsieur de Maupertuis échangent-ils avec Newton. Résumons le contexte favorable qui permet le développement d'un nouvel esprit scientifique. Tout d'abord, les scientifiques du XVIIe siècle jouissent d'un contexte favorable qui est celui de l'essor démographique, économique et urbain. Ils s'appuient également sur les grandes découvertes, la redécouverte des sciences de l'Antiquité dues aux humanistes et notamment aussi sur le développement de l'imprimerie. Ces facteurs permettent la protection des savants par les princes et les mécènes qui se poursuit et le développement de nouveaux domaines de recherche. En conséquence, on a la multiplication des universités, laboratoires, académies royales ou encore sociétés savantes, la diffusion en Europe d'une méthode expérimentale, et enfin la remise en cause des connaissances héritées du Moyen Âge et la mise à distance de la théologie, de la religion. Voyons cependant maintenant que cette diffusion est limitée vers le reste du peuple. Au XVIIIe siècle, on cherche à rassembler et diffuser les connaissances. C'est l'époque des Lumières. C'est ainsi le but de l'encyclopédie, dont l'édition est dirigée par Denis Diderot et Jean Leron d'Alembert entre 1751 et 1772. On peut noter deux freins à leur diffusion. D'une part, le coût de tels ouvrages, notamment en raison des planches illustrées. On opte d'ailleurs pour un système de souscription, c'est-à-dire que l'acheteur paie son exemplaire alors qu'il n'est pas encore qu'un projet, afin d'en financer l'édition. D'autre part, la langue pose problème. Au XVIIe siècle, des auteurs comme Descartes utilisaient le latin comme langue véhiculaire, mais au XVIIIe siècle, on recourt de plus en plus aux langues vernaculaires qui permettent une diffusion auprès du peuple. On voit d'ailleurs que la diffusion de l'encyclopédie en français peine à dépasser les frontières du royaume. Des scientifiques traduisent d'ailleurs les traités d'autres penseurs étrangers afin d'en assurer la diffusion, et c'est ainsi qu'Émilie du Châtelet a traduit les Principia Mathematica de Newton. L'accès aux connaissances est limité par l'accès à l'éducation. Beaucoup de Français ne savent pas lire et l'éducation reste essentiellement religieuse. Par ailleurs, les femmes en sont souvent écartées. C'est ce que regrette ici Émilie du Châtelet. Elle note la chance qu'elle a eue d'avoir accès à d'autres penseurs et d'avoir pu ainsi conduire ses propres recherches, notamment dans le domaine des mathématiques. Elle est représentée ici au travail, un compas à la main. Elle a participé à un concours de l'Académie des sciences, mais n'a pu en devenir membre car elle était réservée aux hommes. Elle est en revanche devenue académicienne à Bologne, car cette Académie des sciences italienne était l'une des rares à accepter les femmes. De nombreuses femmes scientifiques restent dans l'ombre de leur mari, comme Marie-Anne de Lavoisier. On voit d'ailleurs dans ce tableau de Jacques-Louis David que son nom ne figure même pas, elle est réduite à son rang d'épouse. Elle assiste pourtant Lavoisier dans ses expériences, lui traduit les livres scientifiques anglais et dessine les schémas qui accompagnent ses publications. Mais c'est bien Antoine de Lavoisier seul que l'on considère comme le père de la chimie moderne. Les connaissances se diffusent donc surtout dans certains milieux privilégiés. On voit ici l'abbé Nollet, un scientifique, qui faisait des recherches sérieuses dans le domaine de l'électricité, mais divertissait aussi les nobles et les bourgeois en proposant des expériences amusantes dans les salons, comme ici, en leur révélant l'électricité statique. L'abbé Nollet a cependant donné des cours de physique expérimentale devant des personnes de toutes les conditions et pas seulement privilégiées. On peut noter aussi que de nombreuses personnes, de toutes conditions à nouveau, viennent assister aux essais de vol en ballon, au point qu'on parle d'une véritable ballomanie qui se retrouve en décoration dans de nombreux objets du quotidien. Voyons maintenant les champs d'application de ces nouvelles connaissances qui sont souvent soutenues par le pouvoir. Les progrès de la médecine permettent des avancées dans le domaine de la santé. On diffuse par exemple une technique ancienne en Orient, la variolisation, qui est l'ancêtre de la vaccination pour lutter contre la variole. On voit aussi apparaître au XVIIe siècle des médecins spécialisés dans l'accouchement. Angélique Le Boursier du Coudray est née en 1712 dans une famille de médecins.
elle obtient l'autorisation de donner des cours dans tout le royaume, notamment à l'aide de mannequins grandeur nature, tels que celui que l'on voit à droite, et forme ainsi de nombreuses sages-femmes. Les physiocrates, quant à eux, s'intéressent à l'agriculture, qui est la force du royaume, selon eux. Leur but est de limiter les disettes. Ils émettent donc des idées sur le commerce des grains. Ils font également progresser l'agronomie, c'est-à-dire la science de l'agriculture. Antoine Parmentier, par exemple, convainc après la 1769 que la culture de la pomme de terre peut servir à l'alimentation humaine et non pas exclusivement animale, comme on le pratiquait jusqu'alors. L'école des physiocrates est dirigée par François Quesnay, qui travaillait d'abord sur la circulation du sang, mais a appliqué ses principes à la circulation économique. Louis XVI est convaincu des théories des physiocrates, on le voit ici encore dauphin, il a tenu à essayer de labourer alors qu'il passait près d'un champ. Ce sont leurs idées que le ministre de Louis XVI, Turgot, tente d'appliquer en instaurant la libre circulation des céréales. Les découvertes connaissent également des applications militaires. Déjà Galilée s'était vu financer ses travaux car sa lunette permettait de voir de loin l'arrivée d'éventuels navires ennemis. On perfectionne les armements, comme les canons, ainsi que les cartes indispensables à la connaissance du terrain en cas de guerre. Les études de polyurcétique, c'est-à-dire l'art d'asséger une ville, se multiplient, et c'est pourquoi Louis XIV soutient Vauban, qui fortifie de nombreuses villes, comme on peut le voir sur le plan de Besançon à droite. Afin d'encourager et de protéger les inventeurs, Colbert, un des principaux ministres de Louis XIV, crée en 1669 l'Inspection générale des manufactures. On crée également des brevets qui permettent d'assurer l'exclusivité de la découverte à son inventeur. L'Écossais James Watt en obtient pour sa machine à vapeur en 1769. On fonde également des écoles qui forment une nouvelle élite technicienne, celle des ingénieurs. Pour la France, il s'agit des ponts et chaussées en 1747, des arts et métiers en 1780 et de Polytechnique en 1794. Terminons par les applications techniques des découvertes. En 1712, l'anglais Thomas Newcomen s'appuie sur les travaux du français Denis Papin sur la vapeur pour mettre au point une machine à vapeur qui permet de pomper l'eau qui s'infiltre dans les mines, comme vous pouvez le voir sur le schéma de gauche. Cette technique est ensuite améliorée par l'Écossais James Watt, qui ajoute un condenseur afin de la rendre plus performante. Cette machine est utilisée dans les mines dès 1712 et elle est ensuite exportée dans toute l'Europe et ses applications dans l'industrie naissante se diversifient. Ce développement de l'industrie amène des transformations du travail et du paysage, d'abord dans les bassins houillers, c'est-à-dire les endroits où on extrait le charbon. On voit ici le texte de Barthélemy Faujas de Saint-Fond qui dit que Birmingham suscite des résistances de la plupart des voyageurs qui regrettent la multiplication des manufactures, que lui admire par ailleurs. De la même manière, sur le dessin de droite, on peut voir ces cheminées fumantes, ces nouveaux bâtiments. Quant au travail, les tisserands par exemple brûlent des machines textiles à vapeur à la fin du XVIIIe siècle à Manchester et en Normandie, car ils les redoutent et car ils craignent qu'elles prennent leur travail. Alors concluons rapidement. Donc, au sujet du développement d'un nouvel esprit scientifique, on a d'abord vu qu'il y avait de nouvelles façons de produire et de diffuser le savoir. Par exemple l'importance de l'expérience, de nouveaux lieux, les laboratoires, le terrain, un engouement du public non scientifique pour ces découvertes et des échanges entre savants au sein des académies, par leur correspondance ou encore dans les salons. Cet esprit scientifique élargit le champ des savoirs. On voit apparaître des disciplines plus spécialisées comme la chimie, la chirurgie, le développement de l'histoire naturelle et de nouvelles disciplines apparaissent comme l'étude de l'électricité. Enfin, ces découvertes permettent un essor des techniques, avec l'amélioration des techniques agricoles, l'invention et l'innovation autour de la vapeur par exemple, l'importance des ingénieurs et le début donc de l'industrialisation.